Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Aude Guyenne et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, Les Pépettes Podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Avant de laisser place à mon invité du jour, j'en profite pour vous dire que l'enthousiasme reçu suite au premier épisode a été tel que Nicolas Decodin, cofondateur du site avenuedesinvestisseurs.fr, a décidé d'offrir aux auditeurs et aux auditrices des Pépettes non pas 50 €, comme je l'avais préalablement annoncé, mais bien 100 € sur leur service. Alors si, comme moi, vous souhaitez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine 100% indépendant, qui vous apportera des conseils non biaisés et adaptés à votre situation personnelle et à vos projets de vie, je vous recommande vivement leur cabinet. D'ailleurs, ils sont en ce moment victimes de leur succès. Je suis moi-même sur liste d'attente pour pouvoir accéder à leurs services. En passant par leur cabinet, ça vous permet non seulement de bénéficier du regard neutre et avisé d'un expert sur votre situation patrimoniale, mais ça vous permet aussi de soutenir les pépettes. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien vers leur service dans la description de l'épisode. Je suis ravie de vous présenter la rencontre coup de cœur que j'ai faite en 2022. La première fois que je l'ai entendue dans un podcast, je suis littéralement tombée en amour avec sa voix, son style, son énergie. Vous allez voir, mon invité du jour a une personnalité qui ne laisse pas indifférent. On aime ou on n'aime pas, et c'est ce qui m'a plu chez elle. J'ai l'honneur d'accueillir, roulement de tambour, Pénélope Boeuf. Pénélope Boeuf qui porte bien son nom, car pour moi, ce qui explique le succès qu'elle connaît aujourd'hui, c'est sa singularité. Pénélope est une podcasteuse aux millions d'écoutes. C'est aussi la fondatrice de l'agence de stratégie, création et production qui s'appelle La Toile. Aujourd'hui, elle a trouvé ce qu'elle voulait faire de sa vie, à savoir donner des idées et raconter des histoires. Mais avant d'en arriver là, Pénélope a connu 1000 vies et surtout des années de galère. Elle écrit d'ailleurs dans un de ses livres « La difficulté n'a pas tant été de trouver un métier que de trouver ce que j'aimais. Aujourd'hui, je ne travaille plus, je gagne ma vie. Ça m'a coûté un peu cher, mais ça n'a pas de prix. » J'ai donc cherché à comprendre comment on arrive à gagner sa vie en partant de soi et de ce qui nous rend unique. Peu importe l'activité qu'elle entreprend, Pénélope parvient toujours à y mettre sa patte. Lorsqu'elle s'est lancée dans le milieu du podcast, elle a réussi à casser les codes en proposant des formats très différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Sa marque de fabrique, ce sont des fictions au format court. D'ailleurs, le podcast qui l'a fait connaître, c'est L'Arnaque. Alors, est-ce que mon invité du jour est une arnaque ? Je vous laisse me le dire après avoir écouté notre échange, qui est sans filtre, à l'image de Pénélope. Salut Pénélope. Salut Aude. Bon, je suis ravie de t'avoir au micro des Pépettes. Merci de me recevoir. Tu es une podcasteuse à succès, aux millions d'écoutes. Pas que, mais là, c'est l'étiquette que je te donne. Tu as monté initialement donc, un studio de podcast qui est devenu depuis récemment une agence de stratégie, création, production qui s'appelle La Toile. Mm-hmm. Moi, quand j'ai regardé ton parcours, ce qui m'a vraiment intéressée, ce sont les galères que tu as traversées pour arriver à trouver ta place. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et moi-même qui suis en ce moment dans cette quête de sens pour parvenir à vivre d'une activité qui me passionne et qui a de l'impact. Tu vois, je me rends compte à quel point j'emprunte un parcours sinueux et je me demande en fait, est-ce que c'est presque un prérequis de galérer, de passer par ces bifurcations pour parvenir à trouver sa place ? Je sais pas si c'est un prérequis, mais je pense que quand même ça joue. Plus c'est sinueux, plus c'est compliqué, plus je pense que facilement derrière tu trouves ta place parce que tu as mis les mains dans le cambouis, tu t'es démerdé, tu t'es ramassé et tu refais plus les mêmes erreurs, tu sais un peu plus ce que tu veux pas. Et je pense quand même, je pense que dans tout succès, il y a des énormes ramasses en amont et que c'est très rare un succès comme ça qui arrive sans que tu te casses la figure ou que tu galères, quoi. C'est d'ailleurs ça qui fait la beauté du succès souvent. D'ailleurs, souvent on se dit putain, il en a tellement chié, il a réussi, c'est beau, quoi. Parce que je vois pas qui. En tout cas, sans galère et énormément de travail. C'est surtout ça. Est-ce qu'il faut forcément des galères ? Je sais pas, mais il faut énormément de travail. Énormément de travail t'amène à des galères parce que j'ai l'impression que ça va avec, quoi. Et c'est ce qui te permet aujourd'hui de jouir, j'imagine. Je dis jouir parce que ça me fait penser à une expression que tu dis, plus t'en chies, plus tu jouis. Exactement.
Et c'est ce qui te permet, j'imagine, de d'autant plus savourer aujourd'hui d'être en arrivé là. Ouais, après, je sais pas si c'est un succès. En tout cas, ça marche, ça fonctionne et je suis plus toute seule dans ma chambre. Et en ça, c'est un succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des bureaux, on est 7 et on signe des clients et c'est cool. Mais c'est vrai que plus t'en chies, plus tu jouis, quoi. Non, mais c'est vrai que plus c'est difficile, plus derrière la victoire est savoureuse et plus tu as envie d'aller encore plus loin et de cravacher encore plus. Et en fait, les galères s'arrêtent pas, hein. C'est-à-dire que plus tu avances, quelque part, plus tu galères parce que c'est des nouveaux obstacles à chaque fois. Tu sors, plus tu avances, plus tu sors de ta zone de confort et tu es dans des nouveautés, tu connais pas et hop, tu te ramasses, mais tu sais qu'il faut passer par là. Et donc, c'est assez génial en fait. Moi, je me rends compte, c'est horrible de galérer, mais rien à voir. Mais j'ai ma meilleure amie qui est metteur en scène et qui galère depuis 5 ans. Genre, elle galère, quoi. Elle galère. Elle fait des trucs géniaux, mais elle galère, c'est dur. Régulièrement, je lui dis, mais comment tu fais pour tenir? Parce que vraiment, elle galère. Et elle me dit, parce que je le sais. Je sais que si tu persévères, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je lui dis, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison en fait. Plus tu bosses, 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 plus tu vas y arriver. Mais ça prend le temps. Et c'est vrai que souvent, on voit des gens qui disent j'ai galéré pendant 10 ans avant d'eux, des metteurs en scène, genre Michali qui a galéré pendant 10 ans, Monsieur Fraise pendant 10 ans, on ne le regardait pas. Enfin, et en fait, si tu tiens, et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est d'être persévérante et de pas se dire en fait, je laisse tomber parce que j'y arriverai pas, parce que personne n'écoute, parce que personne signe, parce que il faut tenir, quoi. Et je pense que plus si tu tiens, il y a pas de raison que ça marche pas. Mais c'est épuisant de devoir à tenir alors que tu nages dans des eaux profondes, tu sais pas où tu vas, tu sais pas vers avec qui tu vas, et voilà. Mais il faut tenir, je crois. Et qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à tenir tout ce temps? T'as quand même connu 18 ans de galère, c'est ce qui fait rien. Oui, alors plus ou moins de galère, mais oui, j'ai quand même pendant 10 ans, j'ai enchaîné des boulots d'1 an. Et je trouvais pas ma place, je galérais, et bah, quand je m'ennuyais, je partais. Et puis là, après 10 ans, je me suis dit, bah, je vais faire un nouveau truc, tiens, ça va encore durer 1 an. Et puis finalement, ça dure plus longtemps. Et en fait, je tiens parce que j'aime. J'aime ce que je fais. Pour une fois, j'aime ce que je fais. J'ai toujours souffert dans mes autres boîtes de proposer des choses et qu'on me dise non. Et j'étais frustrée de ça. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, il vaut mieux que je les fasse moi-même. Et parfois, je lance des projets qui sont nuls à chier. Je lance des trucs. Et puis, 2 secondes après, je dis, en fait, on fait plus ça. D'ailleurs, hier, en déjeuner d'équipe, on me disait que je disais A, et puis 2 secondes après, je disais mais pourquoi on a fait A? Bah, parce que tu m'as demandé avant, j'ai dit ça, ouais. Enfin, tu vois, donc je sais pas non plus où je vais et j'avance, mais en fait, j'aime ça et j'aime. À la limite, si je fais pas les projets, je préfère que ce soit moi qui me frustre moi-même en disant je les fais pas plutôt que quelqu'un qui me dise non. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'être entrepreneur. Ça joue beaucoup. Et puis parce que fondamentalement, moi j'aime mener un projet à bien et j'aime réussir. J'ai ce truc de réussite. J'ai toujours fait du sport. Depuis toute petite, je fais du sport en compète. J'adore ça. J'aime gagner. D'ailleurs, quand j'ai fait du volley pendant 12 ans, j'étais passeuse et qui est la position centrale parce que c'est toi qui fais la passe pour le point. Mais moi, j'étais hyper frustrée de pas marquer le point. Tu vois, j'ai ce truc de. C'est pour ça que je suis pas allée loin dans le volley. J'ai pas continué. J'aime marquer le point. J'aime aller jusqu'au bout. Voilà. Et je pense que ça fait aussi partie de moi d'aimer aller jusqu'au bout et d'aimer réussir, quoi. Donc, tant que ça marche pas, on y va, on y va. Après, bien sûr que tous les mois, je me dis non, mais j'y arriverai pas. Je vais abandonner. Comment je vais leur dire à tous que je vais les virer? Enfin, tu vois. Voilà. Et en fait, ça fait 4 ans et tout va bien et c'est super. Mais avant ça, donc, tu as dû avoir beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Comment tu as fait pour, tu vois, dépasser ces peurs, ces doutes que tu peux avoir et J'en sais qu'est-ce rien. que tu te dis, en fait? Je me dis... Pour toutes les personnes là qui sont dans ce brouillard et qui ont l'impression de se disperser, de pas savoir où aller, qu'est-ce qu'elles peuvent se dire En fait, je pense que si on se dit j'ai envie, pour moi, l'envie, c'est mon plus gros moteur. D'ailleurs, j'aime pas me faire chier, c'est-à-dire que j'aime bien faire des choses que j'ai envie de faire. J'ai du mal avec les compromis, j'ai du mal avec... Enfin, bon, ça a un autre pendant, hein, mais du coup, si j'ai envie, c'est que je suis sur la bonne voie. Et si vous avez envie, mais que vous galérez, mais que vous sentez que ça, il y a un truc, et que vous avez envie, tant que vous avez envie, vous avez normalement la force pour continuer, même si c'est dur. Vous avez envie. Je sais pas comment analyser ça, mais j'avais envie et surtout je me trouvais bonne, enfin en tout cas je me sentais à ma place. Et peut-être que c'était nul, mais en tout cas moi je trouvais que j'apportais une patte à mon truc, et puis je me réalisais, je m'épanouissais, j'écrivais mes histoires, ça me faisait du bien. Au début quand j'ai lancé l'arnaque, en soi c'est inintéressant, c'est l'histoire d'une meuf, tu vois, en soi ça... mais moi ça me faisait du bien de les raconter. Je me suis dit putain, ça me fait du bien, donc je le fais pour moi. J'ai jamais eu de plan, c'est-à-dire que là je ne sais pas où on est dans 6 mois, hein. C'est un manque de vision énorme, mais j'avance
Et je réfléchis, mais je sais plus ou moins, mais je sais pas vraiment. Et c'est ça le truc, c'est que j'avance pas à pas, sans me dire, dans 10 ans, on est là. Quand j'avais un boulot, on me disait, Pénélope, t'as un CV qui fait 2 pages, mais c'est quoi ta carrière rêvée? Je disais, mais j'en sais rien. En fait, si j'avais su, je serais pas là. Parce que si j'avais su, j'aurais pas fait ces 10 boulots différents, je me serais pas lancée dans le podcast. Donc en fait, il y a ça aussi. Souvent, on se dit, oui, mais comment je vais gagner de l'argent? On s'en fout comment tu vas gagner de l'argent. Moi, quand j'ai lancé la toile sur écoute, j'avais 2 ans de chômage. Et j'ai un copain qui m'a dit, pendant 1 an, fais tes podcasts. Et l'année après, tu verras, si jamais il y a des marques qui te contactent, si tu as fait 1 an de podcast comme une malade, ou tu as fait ta com à fond, toi, ton personal branding, normalement, les marques vont venir te chercher. Et donc, pendant 1 an, je me suis pas souciée. J'ai fait mes trucs. In extremis, au bout d'1 an et demi, il y a une marque qui est venue me chercher. Et après, c'est un peu là que la galère vraiment a commencé, parce que là, il faut aller chercher les marques. Mais disons que je me suis pas dit où est-ce que je vais, où est-ce que ça va, pourquoi je fais ça. En fait, il faut pas se poser de questions. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je me pose pas de questions. Quand j'accepte des deals que je maîtrise pas, tu vois, on me demande de faire des plans médias. J'ai jamais fait de plans médias. Vous faites des plans médias, mais bien sûr, on fait du plan média. Signons et puis on réfléchira après. Si jamais je lui dis la vérité à la personne en face, non, je prends pas le deal et j'avance pas. Donc je dis toujours oui à tout. Et puis après, on se débrouille toujours. On appelle des gens, machin, on investit, on perd de l'argent s'il faut, mais on se débrouille. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et le coup d'après, du coup, tu dis pas de problème, je gère votre plan média. Et d'ailleurs, je sais comment faire, Enfin, pour moi, la solution, c'est de justement pas se poser de questions et pas de réfléchir. Après, moi, je suis foutue comme ça et j'aime bien réfléchir après, faire. Il y a des gens qui préfèrent faire avant, réfléchir avant, et je comprends, hein, mais... Moi, je trouve ça fou, tu vois, de pas réfléchir au point où ton pote donc, te dit mais vas-y, lance ton studio de podcast, t'as une voix, t'aimes raconter des histoires, va là-dedans. Et là, tu vas tête baissée, tu vas pendant 1 an sans... tu vois, tu lui fais une confiance aveugle. Moi, je trouve ça impressionnant de faire confiance aveugle au point où tu ne remets pas en question sa parole, ou tu vois, sur... c'est pas tant que j'ai fait une confiance aveugle, c'est que d'un coup, il m'a donné une idée que j'avais pas, un projet. Ça va me donner du grain à moudre dans la tête. Je vais lancer le truc. Et peut-être qu'en fait, il s'est planté. Le podcast n'a pas eu tout le vent en poupe. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je regarde. Mais en fait, j'ai la flemme. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que j'ai une énorme flemme. Je bosse comme une malade. Mais en vrai, je suis une énorme flemmarde. Je fais les choses un peu à moitié, 3/4. Donc, je lance le truc. Je vérifie même pas le marché, le secteur et tout. Je lance. Mais parce que ça m'occupe. Parce que j'ai envie de créer. J'aime créer, j'aime inventer, j'aime imaginer, j'aime réfléchir, j'aime... Donc, comme j'ai envie de faire ça, je le fais sans me dire putain, ça se trouve, c'est nul à chier. Et d'ailleurs, parfois, je me disais, mais dans quoi je vais? Stop, arrête de réfléchir, avance. C'est un peu comme, j'en ai jamais fait. J'ai fait des semis, mais quand tu fais un marathon, si t'es au 32e kilomètre et tu te dis, non, mais en fait, ça n'a pas de sens, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je fais des sacrifices? Je sens plus mes jambes, je vais jamais y arriver, je vais vomir à la fin. À quoi bon faire ça? En soi, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est une prouesse physique, mais qui n'a aucun sens, en fait. Enfin, tu vois, rationnellement parlant. Si tu réfléchis à ça au 32e, tu finis. C'est pas la question, je réfléchis pas, on avance. Et ben, t'as fini ton 42e kilomètre, t'es content et t'as fait ton truc. Et t'en éprouves le plaisir, chacun a son plaisir, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas réfléchir. Enfin, moi, je réfléchis pas. Ouais, c'est là où on est très différentes l'une de l'autre. Moi, je pense que j'aurais passé 2 ans de chômage à être dans la réflexion, à être plus dans l'être que dans le faire, à réfléchir pourquoi je suis faite. Alors que toi, tu nous prouves tout l'inverse avec ton parcours. C'est il faut faire. Et plus tu fais, plus tu vas te créer et saisir des opportunités qui vont t'amener à toucher du doigt vraiment ce pourquoi tu es faite. Rien à voir, tu sais, mais il y a on dit que le chien, ça aide beaucoup aux gens qui sont en dépression, parce que t'as un chien chez toi, t'es en dépression. Je parle d'une vraie dépression. Tu peux pas te lever le matin, t'as pas envie, tu n'y arrives pas. T'es dans ton lit. Seulement, t'as un chien chez toi et t'es obligé de le sortir. Et ben, les dépressifs te disent qu'ils sont sortis de leur dépression grâce à leur chien, parce qu'ils étaient obligés de le sortir au moins 2 fois, 3 fois par jour. Et en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu te poses pas de questions. Tu n'as pas le choix. Tu prends ton chien, tu sors. Et en sortant, d'un coup, il y a quelqu'un qui va te dire bonjour, est-ce que... Et tu vas te remettre à parler. Et tu vas revenir chez toi. Tu vas te refoutre dans ton lit. Et puis là, il faut ressortir. Et tu ressors. Et là, tu vas... Et c'est en faisant que hop. Et en fait, tu vas dire attends, je vais me poser dans un café. Et... Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais été dans cette situation-là, mais c'est un peu ça, tu vois. Si on se pose des questions pendant des heures, moi j'ai l'impression que c'est très bizarre ce que je veux dire, mais qu'on perd un peu l'essence de la vie. La vie est courte. Et encore hier, j'ai une copine qui me dit mais Pénélope, la vie est courte, quoi. Parce qu'elle, c'est une tarée, elle bosse comme une malade, elle a pris ses études de sage-femme, en plus elle bosse dans une énorme boîte à Sydney. Et je lui dis mais tes études de sage-femme alors que elle est quasi CEO d'un truc et tout. Et elle me dit, mais parce que je sens que c'est maintenant mon moment et qu'après, je pourrais plus étudier et peut-être que je serai pas sage-femme. Et je lui dis, même moi qui suis plutôt là-dedans, je lui dis, alors pourquoi tu fais des études de sage-femme? Parce que j'ai envie de faire des études de sage-femme.
Et peut-être que je vais abandonner ce truc de CEO et je vais faire sage-femme. Mais en même temps, je pense pas, mais j'ai envie de faire sage-femme et donc je le fais. Et je réfléchis pas à pourquoi. C'est mon moment, c'est maintenant. On va crever dans quelques années. Peut-être que là, il y a ce mauvais toit en préfabriqué qui va nous tomber sur la tête et on va crever et ça aurait été con de pas avoir fait ce qu'on a voulu faire. C'est juste ça, quoi. Et donc, en fait, à réfléchir à machin, un truc, moi, je fais aussi pour ne pas réfléchir parce que plus je réfléchis, moins je fais, tu te tortilles l'esprit. Mais pourquoi? Mais comment? Mais en fait, c'est vain tout ça. Bien sûr, c'est vain tout ça. On attend un peu là, on attend que tout ça se termine et voilà. Bon, bah, faisons en attendant parce que de toute façon, ça va se terminer. Donc, il y a ce truc qui est inconscient. Je le conscientise pas quand je fais, mais je pense que c'est ça. Et il y a une peur de la mort aussi, je pense. J'ai pas envie de mourir, j'ai tellement de choses à faire allons-y, faisons des trucs, quoi. Tu vois, parfois j'ai l'impression un peu d'être dans cette course à l'échalote où tu fais beaucoup de choses et du coup tu Oui. prends pas ce temps, tu vois, de prendre du recul et puis tu as l'impression parfois, enfin moi ma plus grande peur je pense que c'est de passer à côté de l'essentiel de la vie et pour moi l'essentiel de la vie c'est aussi, tu vois, consacrer du temps à tes proches, Oui. à des choses qui te tiennent à cœur et du coup ça te demande quand même de lever la tête et tu vois, de t'extraire de cette course. Oui. Et toi, tu vois, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression quand même que tu es un peu dans cette course. Est-ce que paradoxalement, tu vas pas aussi passer à côté de l'essentiel de la vie en étant toujours dans le faire? Si, peut-être. Peut-être. Et tous les jours, je me dis peut-être que je passe à côté de l'essentiel de la vie, mais en fait, aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Peut-être que je passe à côté de l'essentiel, mais qu'est-ce que l'essentiel? J'en sais rien. Aujourd'hui, mon essentiel, c'est de créer, c'est d'inventer. Je vis pour ça. J'adore avoir des idées, j'adore les déployer, j'adore. Et peut-être que sur mon lit de mort, je me dirais, je suis passée à côté de l'essentiel. Et en même temps, je pense que c'est un peu comme quand tu te dis, je veux pas d'enfant, c'est con, j'ai pas fait d'enfant. Bah, si t'en as pas fait, c'est que t'en voulais pas à ce moment-là. Peut-être que t'aurais dû. Ah, peut-être que j'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Donc, si j'ai pas ressenti le besoin, à nouveau, c'est l'envie. Si j'ai pas eu envie de faire un enfant à ce moment-là, c'est que j'ai pas fait d'enfant et peut-être que je vais le regretter. Bah, peut-être que je vais le regretter, mais en même temps, là, j'ai pas envie. Donc, quoi? Donc, je vais me forcer à en faire un parce que je me dis que peut-être que je vais regretter. Alors, ça n'a rien à voir, tous ces sujets, mais Pénélope, tu devrais congeler tes ovocytes. Ouais, vraiment, j'ai pas envie. Ouais, mais tu vas regretter. Bah, tu vas regretter. Ok, déjà, qu'est-ce que t'en sais que je vais regretter? Et puis, c'est pas juste tu donnes un papier et ça congèle tes ovocytes en plus, tu vois. Ce serait ça, bien sûr, mais c'est pas rien. Donc, c'est tout un truc. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ouais, mais tu vas regretter. Ouais, mais j'ai pas envie. Et peut-être que je vais regretter. Et ben, je pleurerai parce que j'ai pas eu envie. Mais quoi? Bah, j'ai pas eu envie. Tu sais, pour moi, c'est un peu un truc de momentum aussi, quoi. Bien sûr que c'est une course sans fin et que c'est toujours plus et qu'on s'arrête jamais. Enfin, je m'arrête jamais, qu'il faudrait s'arrêter, se poser, machin. Mais c'est comme ça que j'aime vivre aujourd'hui. Et peut-être que je vais regretter. Et d'ailleurs, tous les jours, je me dis, mais je suis trop conne. Arrête-toi, finis à 18h, tout va bien se passer. Ça sert à rien de signer 4 deals en plus. On a déjà 4 dans le pipe, on s'en fout. Bien sûr. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas, quoi. Et je suis très heureuse comme ça. Si je serais pas heureuse, je serais malheureuse en train de me dire, ah, mais je suis en train de fourrer mon essentiel à côté. Ok. Mais là, en vrai, je me dis pas, je suis en train de fourrer mon essentiel. Parfois, je me dis, putain, en fait, j'aime cette vie, quoi. Mais je comprends, hein, bien sûr que quelque part, faire, c'est pour éviter d'eux. Mais peut-être que j'ai envie à ce point-là d'éviter d'eux et que bah, je suis pas prête. Tu dis aussi que donc après ces 10 années de galère, que tu t'es un peu réveillée un matin et tu te dis ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'ai trouvé ma place. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Est-ce que tu es comme frappée par la foudre? Tu dis Eureka, j'ai trouvé? Non, ça s'est pas passé en se levant un matin. Oui et non. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, d'un coup, je me levais le matin hyper contente de me lever à 7h du mat et de me mettre à mon bureau et de travailler, et d'écrire et d'avancer. Et justement, et pour le coup, de pas regarder l'heure, de continuer et de dire non, je peux pas ce soir, il faut que je fasse ça et tatata. Et t'es là. Putain, mais je suis en train de kiffer ce que je suis en train de faire. Et à ce moment-là, tu te dis, putain, mais je suis en train de toucher un truc, j'imagine rare, hein, parce que moi, je connais peu de gens qui disent, j'adore ce que je fais. Et c'est précieux et c'est extraordinaire. Et tu te dis, mais attends, t'as une sorte de sentiment d'apaisement, quoi, d'un truc qui se passe en toi. T'es là, putain, t'es bien dans ton corps, dans ta tête, t'es bien, t'es là, putain, ça ébullitionne là-haut, là, c'est fou, quoi. En fait, je peux même t'expliquer, c'est un sentiment de paix intérieure. Attention, hein, ça dure pas 4 ans. Mais il y a un moment où quand même, tu fais putain, c'est bon. Ok, j'ai compris qu'en fait, ça servait à rien
l'entreprise, la grande entreprise. En fait, non plus la mini start-up. En fait, il me faut mon truc avec de la création. C'est comme ça que tu positionnes le truc. Et au fur et à mesure, au début, tu es là, bien, je suis bien dans mon bureau à écrire, ok. Et puis en fait, attends, ah ouais, je suis bien quand j'ai recruté 2-3 personnes. C'est quand même génial l'équipe, ok. Après, ça se fait petit à petit. Et après, évidemment, il y a plein de moments où je me dis non, mais en fait, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai envie d'aller vivre à Puerto Escondido toute seule avec mon ordinateur. J'ai pas envie d'avoir 10 personnes à gérer. Puis en fait, je me dis non, mon Dieu, c'est tellement extraordinaire d'avoir 10 personnes parce qu'on peut faire plein de projets géniaux. Donc, c'est reparti. Hein. Mais au moins, il y a une chose que je sais. Enfin, non, d'ailleurs, je dis ça, c'est faux. Tu vois, j'allais dire, il y a une chose que je sais, c'est que je reviendrai jamais à l'entreprise. Et parfois, quand c'est compliqué dans la boîte, c'est dur de rentrer des clients, je me dis. Est-ce qu'en fait, je ferais pas CMO dans une grosse boîte de médias j'ai mon salaire qui tombe, j'ai une équipe, je peux partir à 19h. C'est ce moment. Et puis, dès que je me projette dans ce truc-là, je suis mon Dieu, non, ok, tant pis, je préfère la galère, mais. Et en fait, voilà. Mais parfois, je me dis, mais non, mais tu vois, Google à San Francisco, s'ils m'embauchent, vas-y, bien sûr, j'y vais. Ou à Miami, ou à Malibu, j'en sais rien. Et puis, en fait, je fais, non, en fait, non. En fait, non. Mais c'est vrai que c'est à nouveau toujours plus, mais tu le sens quand t'as un peu trouvé ta place, quoi. T'es contente, et c'est chacun voit son truc. Hein. Moi, en fait, je savais pas que c'était le fait d'avoir un patron, parce que moi, j'ai un vrai rapport à l'autorité. J'ai un vrai rapport à l'autorité, quoi. Enfin, un vrai rapport, comme tout le monde a un vrai rapport. Mais non, mais je respecte. Je respecte l'autorité. Okay. Et du coup, quand j'avais mes boss qui n'étaient pas d'accord avec moi, je disais OK, mais quand même, ça ne veut pas dire que je discute pas. Et donc, j'essaie de les challenger, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être ça. Ça m'allait pas d'avoir quelqu'un au-dessus qui changeait pas d'avis. Et ça a été un vrai touch point où je me suis dit OK, en fait, il faut monter mon truc. Et donc, il faut, je pense, trouver son point de ça me va pas, je change pour ça. Il faut faire un peu des tests aussi. J'avais monté une boîte il y a 10 ans. C'était pas mal, mais c'était fatigant. Du coup, j'étais revenue en entreprise. Et puis, en fait, en fait, je pense que quand même, en faisant plein de choses, tu te découvres. Enfin, moi, ça passe par là. En faisant un truc où tu te ramasses, tu fais oh là là, j'aime pas du tout cette ambiance, je vais plutôt dans ce truc-là. Oh là là. Voilà. Mais en même temps, tu vois, quand tu décris ça, j'ai l'impression que tu avances en tâtonnant, en faisant. Tu dis, OK, là, dans cette expérience professionnelle, voilà ce qui m'a plu. Donc ça, je le retiens. Et du coup, je reprends tel élément de l'autre expérience et j'essaye de faire ma petite tambouille et de créer mon activité sur mesure. Mais du coup, tu vois, quand tu le racontes, j'ai l'impression que tu l'as vécu comme ça. Mais pour avoir écouté quelques épisodes de l'arnaque, j'ai l'impression que dans les faits, ça s'est pas passé comme ça. C'est juste ton pote, tu savais pas quoi faire de ta vie. Ton pote te dit, bah en fait, fais ça, Pénélope. Et là, tu dis, OK, go. Et j'y vais. Bien sûr. Oui, je le fais en me disant à nouveau, ça va durer 1 an. Okay. Et puis en fait, tu te rends compte que et en fait, c'est là où c'est assez extraordinaire. C'est là où tu te rends compte. Mais si, quand même, c'est là où tu te rends compte que mes 10 ans où j'ai galéré, qui pour moi ne m'avaient servi à rien, qui m'ont fait avoir 2 pages sur un CV où tout le monde me vomissait dessus en disant vous allez partir dans 1 an, on peut pas vous recruter, ça fait 2 pages sur votre CV, vous savez pas, vous êtes instable, machin. Oui, je suis instable, oui, machin, oui. Et donc quoi, ça veut dire que je peux pas avoir une carrière dans quelque chose? Bah apparemment non. Et en fait, d'un coup, tu es là, tu fais tes trucs et tu te rends compte que ce que tu as appris il y a 8 ans, quand tu étais stagiaire, où tu faisais de la veille, un truc inintéressant, en fait, intéressant. Et hop, tu réutilises tout et tu te dis, si j'avais pas fait ces 10 boulots, bien sûr que c'est avec le recul. Et si j'avais pas fait ces 10 boulots, je pourrais pas mener cette boîte là où elle est et là où j'espère qu'elle va aller. C'est-à-dire que je serais un peu moins bonne en business, ou je serais meilleure en création et donc moins bonne en business. Enfin, c'est parce que j'ai fait ces 10 années. Et bien sûr, je te le dis avec du recul. Sur le coup, je me dis pas, c'est super, première expérience, très bien, je pose une brique pour dans 10 ans. Non. Là, à chaque année, je me disais, quel enfer, je suis au fond du trou. Combien de temps ça va durer? Jusqu'à mes 60 ans, je vais faire que des boulots d'1 an. Oh là là, au fond du trou. Je fais ce truc-là, il me dit, vas-y, monte ça. Je me dis, OK, je fais ça. Bon, hop, projet, ça me plaît. Et en même temps, si je sais monter un projet aussi vite sans réfléchir, c'est parce que je l'ai déjà fait il y a 4 ans. Ça a duré 2 ans, mais je l'avais quand même fait. Ensuite, tiens, il faut appeler un comptable. Et ben, hop, j'en ai rencontré un dans mon ancien boulot où c'était horrible, mais j'avais rencontré un comptable sympa. Mais c'est pour dire, si vous pensez que là, vous êtes dans une expérience ou dans un chemin qui n'est pas du tout le vôtre, peut-être. Alors, finissez-le quand vous n'en pouvez plus. Moi, toutes mes expériences, je les ai arrêtées quand je strugglais, quoi. Vraiment, je disais, non, j'en peux plus, il faut que je me préserve, j'ai envie de vomir, de venir au bureau. C'était quand je n'en pouvais plus. Et quand je frôlais le burn-out. Tu vois, quand t'es là, genre, il faut que je m'en aille. Et donc là, la non-envie me parlait et hop, j'arrêtais tout. Bah, si vous pensez que vous êtes dans un truc comme ça, allez-y jusqu'au bout, jusqu'où vous pouvez tenir, mais ce ne sera pas perdu. C'est parce que vous avez fait ça que vous saurez que vous ne voulez plus ça et donc vous allez aller vers autre chose. Et c'est pas du tout des échecs d'aller dans un endroit où on ne sait pas ou naviguer dans un truc. Si vous naviguez dans un truc où là vous êtes complètement paumé,
faites un break, posez-vous 3 mois, allez voyager, allez rencontrer des gens. Quand même, le voyage seul, en sac à dos, dormir dans des dortoirs au fond de la pampa et de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, c'est ce qui m'a sauvée l'année dernière. J'étais vraiment fatiguée, etc. Je suis partie seule au Costa Rica. J'avais pas du tout envie de partir seule et en même temps, si, mais c'était compliqué. Et là, d'un coup, tu te mets à parler avec des gens qui te racontent qu'ils sont déprimés. Ils partent tous tout seuls, les gens, en fait. Quand tu pars tout seul, tu rencontres des gens seuls et ils te racontent qu'ils sont déprimés, qu'ils viennent de se faire larguer, qu'ils sont en burn-out, qu'ils sont machin, rien. Et donc, tu crées des connexions, des trucs. Tu te rends compte que, en fait, tout ça, en effet, c'est bullshit, que ce qui compte, c'est l'échange, la rencontre, cette connexion parfois intellectuelle, ce machin, l'amour, le truc. Et en fait, ça te ressource, ça te remet sur les droits chemins. Tu te mets à faire un cours de cuisine mexicaine et tu te dis putain, trop sympa le piment. Et j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais et hop, bah tiens, si on faisait une culture de piment, et hop, attends, mais moi qui. Et hop, ça donne des idées pour quand tu rentres. Enfin, il faut aller s'aérer aussi l'esprit. Il faut évidemment pas rester comme ça. Il faut s'aérer l'esprit. Et je pense que ça ouvre des perspectives. Moi, j'ai souvent des copines qui me disent ah, je suis dans un boulot chiant, je sais pas comment faire. Je dis pars seule. Non, mais pas seule. Bon, bah, si tu pars pas seule, ça marchera pas. Si tu pars seule, honnêtement, il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi et tu te reviens, tu fais OK, ça suffit. En fait, j'ai plus envie de naviguer dans ces eaux troubles, dégueulasses. Là, je vais trouver autre chose. Parce qu'en vrai, potentiellement, si on réfléchit à soi et à ce pourquoi on est bon, parce que je pense qu'on est tous bons dans plein de choses, et si on les met tous les uns à côté des autres, on peut se dire OK, ben, tu vois, moi, si avec du recul, je me dis oui, j'aime créer, oui, j'aime raconter des histoires, oui, j'adore organiser. Bon, bah donc, vas-y. Organise, crée, invente des histoires. Et en fait, petit à petit, potentiellement, on peut se dire, vas-y, monte une agence, quoi. Enfin, c'est un peu lointain, mais il y a un truc où c'est pas déconnant. Je pense que nos parents, par exemple, qui potentiellement nous connaissent assez bien, auraient pu dire, Pénélope, bien sûr que à 35 ans, t'avais une agence parce que t'aimais raconter des histoires, t'aimais manager des gens, t'aimais... Donc, je pense que on se connaît quand même assez bien, normalement, si on a ce recul sur soi, et on peut réussir à s'écouter et à se dire, en fait, je suis dans un truc d'ingénierie, mais en vrai, ce que j'aime, moi, c'est faire des muffins. Putain de merde. Ben, vas-y, va monter des muffins, quoi. Non, mais il faut essayer des trucs, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, pour toi, c'est une évidence? Enfin, j'ai le sentiment un peu que la boucle est bouclée. Quand tu avais 8 ans, tu voulais être donneuse d'idées, enfin, tu voulais donner des idées et raconter des histoires. Aujourd'hui, bah, en fait, ça te semble évident d'être en arrivé là, et peut-être que tes parents, tes amis te disent, bah, évidemment, Pénélope, t'étais faite pour ça. Tu le savais depuis l'âge de 8 ans. En fait, c'était sous tes yeux depuis tout ce temps. Est-ce que aussi t'es pas... Tu vois, tu te dis, putain, j'ai mis quand même 35 ans à... Mais bien sûr, j'ai mis 35 ans à trouver tout ça, et en même temps, je l'ai trouvé que parce que je suis passée par ça. J'aurais pas été bonne en agence à 20 ans. Et la boucle est bouclée, non, parce que à nouveau, tu sais, je donne des idées, je raconte des histoires, mais je pourrais en raconter des meilleures et avoir encore plus d'idées. Ouais, mais en effet, trouver l'essentiel. Ouais, franchement, j'ai trouvé l'essentiel. Ça sert à rien de se dire que je ferai du marketing, Non, en fait, moi, je donne des idées, je raconte des histoires, et d'ailleurs, je suis bonne que là-dedans. Alors, c'est beaucoup, hein, et en même temps, c'est pas grand-chose, et donc j'ai besoin de m'entourer de gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Avant, au tout début de la toile sur écoute, j'ai commencé, je faisais le montage, le machin, le truc, l'écriture, la mise en ligne, le marketing, la promotion. Aujourd'hui, en fait, mon Dieu, mais quel gâchis presque. Non, parce qu'il fallait passer par là pour savoir bien, mais donnons le montage à quelqu'un qui sait faire, donnons la promotion à quelqu'un qui sait faire, donnons les réseaux sociaux à quelqu'un qui sait faire, donnons. Et moi, je vais être bonne dans ce que je fais. Et en fait, c'est là où je suis très heureuse. Je crée, je raconte des histoires, je vends des trucs à des clients. Je suis très heureuse juste là-dedans. Et après, il faut avancer, il faut construire, etc. Mais est-ce que la clé, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, c'est de se reconnecter à ce qu'on voulait faire quand on était enfant? Ah bah oui. Ah bah clairement. Qu'est-ce qu'on voulait être? Qu'est-ce qu'on voulait faire quand on avait 8 ans? Pourquoi 8 ans? Moi, j'ai ce truc de 8 ans. Il faut que j'aille analyser ça. Pourquoi? Mais peut-être parce qu'à 8 ans, moi, je me suis fait renverser par une voiture. Bref, j'avais la jambe cassée et la clavicule cassée, donc j'étais dans un fauteuil roulant pendant 6 mois. Dans mon école, il y avait énormément d'escaliers. Et du coup, c'était très compliqué. Bref, donc je passais 6 mois à la maison, quoi, au lieu d'aller à l'école. Et du coup, j'étais à la maison et je regardais la télé, j'imaginais des trucs, je m'inventais des histoires. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé où là, j'étais dans ma bulle et je me suis rendu compte qu'en fait, et quand mes parents rentraient du boulot, on me disait, bon, t'as fait quoi? Parfois, j'étais un peu seule à la maison et je racontais des histoires. Je disais, bah alors, et je mentais. Je disais, c'est vraiment pas ça? Bah oui, c'est passé ça, ta. Et j'ai appris plus tard, c'est mes parents qui m'ont dit, mais tu sais que t'arrêtais pas de nous mentir, tu nous racontais des histoires qui s'étaient passées. Il y a un homme qui est rentré dans la maison et puis il a volé un truc et puis il est reparti, mais finalement il t'a rendu le truc. Et en fait, je pense que, et c'est pour ça que moi je suis jamais allée voir ces gens-là, mais ces femmes, ces hommes qui disent il faut retrouver son enfant intérieur.
En fait, c'est ça, c'est que si tu donnes la main à cette petite fille ou ce petit garçon de 8 ans, qu'est-ce qu'il te disait? Il aimait quoi? Il aimait le sport, il aimait rire, il aimait les Lego, il aimait faire quoi? Il aimait pas l'école, c'est pas grave, on s'en fout qu'il aime pas l'école, faire 1000 choses sans école. Enfin, faut pas être complexé de pas avoir de diplôme. Enfin, en fait, tout ça, oui, il faut retrouver qui on était enfant, quoi. Parce qu'en fait, à 8 ans, il y a pas toutes ces couches de la société où on se protège, on a des façades, on a notre bouclier, on a nos problèmes, nos ramasses, nos chagrins amoureux, nos ramasses professionnelles, nos déceptions. À 8 ans, on est innocent, on est frais, on est nous, quoi. Et après, c'est le bordel, et après, on se protège, et après, machin. Et en fait, à 8 ans, je pense vraiment que c'est nous à l'état pur. Alors, bien sûr qu'on évolue et on n'est plus les mêmes que ce qu'on était il y a 8 ans. Et moi, je suis un peu comme ce que j'étais à 8 ans, franchement. Non, mais c'est vrai. Est-ce que t'es pas un peu ce que t'étais à 8 ans? Moi, je voulais être archéologue, donc je sais pas ce que je veux là. C'est vrai? Pourquoi? J'essaye justement, je me suis posé la question, tu vois, en t'écoutant parler, pourquoi je voulais être archéologue. Moi, je me souviens, tu vois, d'un truc marquant, c'est que je passais des week-ends à faire des exposés sur les grottes de Lascaux. Donc ça, tu vois, je me dis, il y a un truc à creuser, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que j'adore apprendre, creuser un sujet en profondeur, disséquer, tu vois, même avant de venir, je t'ai disséqué. Enfin, c'est bizarre de dire ça, je t'ai disséqué. J'ai vraiment, tu vois, étudié le sujet Pénélope Boeuf. Et en fait, j'adore vraiment prendre du temps à approfondir un sujet. Je passais toutes mes vacances à faire des cahiers de vacances. J'ai acheté les cahiers de vacances de toutes les collections. Et moi, c'était ça mon kiff. Je jouais pas à Barbie, je faisais des cahiers de vacances. Ouais. Tu vois, je suis intense. Non, mais t'aimes travailler, quoi. J'aime apprendre, travailler, étudier, mais vraiment en profondeur, quoi. Genre, la première fois qu'on m'a donné de l'argent de poche, je me suis acheté des Becherel. Tu vois, qui fait ça? C'est génial. Mais ouais, donc il y a un truc. Et en même temps, je suis très scolaire et j'essaye de me détacher de ça. Mais pourquoi? Non, on amasse les rôles. Non, ça aide ma thérapie. Non, mais au contraire, c'est intéressant. Pourquoi se détacher d'un truc qui est, tu vois? Parce que, tu vois, du coup, t'es pas fun, quoi. Tu fais tout de manière parfaite, t'es la bonne élève, Eh ben. Et ouais, mais tu vois, j'ai envie d'avoir une vie intense, j'ai envie de faire des trucs un peu what the fuck, j'ai envie de partir au Vietnam avec un pote. Et ouais, je sais pas, tu vois, si j'ai intérêt à assumer pleinement ce côté, et dire, ok, je suis la nana scolaire qui adore étudier, ou à essayer de sortir de ma zone de confort et d'aller chercher quand même des trucs plus excitants. Tu peux quand même aller au Vietnam en sac à dos avec un pote tout en ayant travaillé ton itinéraire de malade et connaître l'histoire du Vietnam, par exemple. Ouais, mais du coup, tu vois, je trouve que ça te demande de mettre à la fois un pied dans ta zone de confort, dans qui tu es vraiment, et un pied un peu dans l'inconnu, pour rendre ta vie un peu plus excitante. Parce qu'elle ne t'excite pas. Non, je sais pas, si tu passes tes week-ends à étudier... oui, mais si t'aimes ça, ça t'excite pas de passer un week-end à étudier? Si, en vrai... Bah alors En vrai, ouais. parce que c'est les autres qui disent... Ouais, je pense que c'est le regard des autres, forcément. Mais tu te dis, en fait, t'es pas cool, quoi. Genre, mais tu passes pas ta soirée, tu fais le choix de pas aller en boîte pour étudier le matin. Tu vois, clairement, ça a été ma scolarité, ça a été ça. De pas faire le choix d'aller en boîte et plutôt de me dire, en fait, je mets mon réveil à 7h et je passe un contrôle, quoi. Mais c'est génial. Mais c'est génial d'avoir cette capacité de travailler, de pouvoir travailler autant et d'aller en profondeur dans les sujets. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'adorerais. Tu vois, moi, je rêve d'avoir ça. Moi, je survole, je lis 3 lignes et ça me saoule et je dégage le bouquin. Au contraire, c'est génial. Ouais. D'ailleurs, ça n'a pas été un sujet facile à étudier. Il y a tellement de contenu de toi. J'ai lu tes livres, j'ai écouté tous tes podcasts. Et il reste encore plein de contenu sur la toile. Je me dis, mais ça n'en finit jamais, quoi. Et en même temps, on n'est pas rassasié de Pénélope. Non, c'est sympa. C'est un bonheur. Et je trouve que, tu vois, ta force, c'est qu'à la fois, tu as réussi à faire le lien entre ce qui est toi à l'état brut et en même temps tes compétences business. Et c'est comme ça, tu vois, que tu arrives aujourd'hui à vivre de ton activité passion. Et du coup, d'une activité aussi artistique. Oui. Ce qui n'est pas donné à toutes les personnes, justement, qui ont cette fibre artistique. Oui. Oui, et ça, c'est quand même grâce à... Parce que j'ai quand même fait du droit, une école de commerce, que je me suis tapé dessus quand je connaissais pas mes tables de multiplication et que j'ai bossé 10 ans avant dans le market et tout. Toi, j'ai failli faire une école d'art. Si j'avais fait une école d'art, j'en serais pas là aujourd'hui. Et je pense que je serais pas une bonne artiste parce que, en vrai, je suis pas une artiste. J'ai une fibre artistique, mais je suis pas artiste. Je suis pas assez libérée intellectuellement pour être artiste. Je m'affranchis pas assez pour être artiste. Enfin, j'ai pas ce talent-là. Je pense que c'est un talent. Mais c'est une force. Oui, c'est une force d'avoir et ce truc artistique et business. Mais c'est surtout une chance. Là, pour le coup, c'est une chance
C'est un bon combo qui est arrivé à ce moment-là. Quelque part, c'est un grand merci à mes parents de m'avoir poussé à faire des études quelque part alors que j'avais pas envie et que nanana. Et en fait, du coup, il a fallu du temps pour que mon perso et mon artistique viennent au-dessus de business qui en fait me fait un peu chier, mais en même temps qui est nécessaire et qui m'aide à du coup promouvoir mon artiste. Enfin, tu vois, donc tout ça fait que ouais, c'est compliqué. Donc, tu regrettes pas de ne pas avoir fait cette école d'art? Un peu. Enfin, pas, je regrette pas. Évidemment, je suis très heureuse là où je suis, mais j'aurais bien voulu savoir où ça m'aurait mené, quoi. J'aurais adoré. Mais on saura jamais. Il y a des trucs comme ça qu'on saura jamais. C'est ouf de se dire ça. Des trucs que tu sauras jamais, quoi. C'est fini. Et tu vois, c'est ça, c'est fini. Bah, peut-être que j'aurais dû le faire alors. Parce que je me serais jamais dit, peu importe où j'aurais été là après cette école d'art, je me serais jamais dit, qu'est-ce que je serais devenue si j'avais continué le droit? Je pense pas. Parce que j'avais tellement pour envie de faire du droit. Alors que là, je me dis, putain, qu'est-ce que je serais où? Je serais peut-être moins bien lotie, hein, donc. Et puis à nouveau, je regrette pas parce que j'ai fait ça et que j'en suis là et que c'était un moment et que si je l'ai pas fait, c'est que je le sentais pas au fond de moi et que c'est pas grave. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé? J'ai rencontré, après ma 2e année de droit, j'ai rencontré dans un café le directeur des ateliers de Sèvres. Je ne savais pas ce que c'est que les ateliers de Sèvres. Il me dit, bah, c'est une école qui prépare aux écoles d'art. Et c'est une école où il faut inventer, imaginer, créer. Voilà. Et là, moi, j'étais en droit, je me faisais trop chier. Et donc, je lui dis, mais je rêve de cette école, comment est-ce qu'il faut faire? Et surtout, est-ce qu'il y a besoin d'être bonne manuellement? Parce que je suis nulle en manuel, je sais pas si le bleu va avec le vert, j'ai les mains moites, je sais pas dessiner du tout. Enfin, vraiment, je suis vraiment très, très mauvaise. Et il me dit, ah non, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est l'histoire que tu racontes autour de ton projet, c'est l'imagination. Il faut avoir l'imagination. Je dis, ok, c'est complètement pour moi, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Il me dit, bah, tu peux plus, là, les inscriptions pour cette année, elles sont closes. Et donc là, pendant un quart d'heure, j'insiste. Et je lui dis, non, mais s'il te plaît. Donc on a un coup dans le nez, machin. Et je lui dis, non, mais s'il te plaît, allez, vas-y, nanana, nanana. Bref, je le saoule pendant un quart d'heure. Je sais même plus ce que je dis, mais en fait, d'un coup, c'est vital. Il faut que j'ai ce côté un peu capricieux, là, frustré. J'aime pas être frustré. Donc, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je veux une place. Et puis, en fait, je le saoule. Et donc, il me dit, ok, tu m'as saoulé. Très bien, je t'offre une place. C'est moi qui te ferai passer l'entretien. Viens dans 15 jours avec ce que tu veux. Ta carte blanche. Ok, mais genre, c'est-à-dire quoi, carte blanche sur quoi? Il faut une sculpture, il faut un dessin, il faut une histoire, ce que tu veux. D'accord. Et donc, du coup, je me trouve un truc sur le thème du paradis, parce que je ne crois pas en paradis, donc je me dis que c'est plus facile d'imaginer un truc en lequel on ne croit pas. Et là, je prends une grande feuille canson, et je me souviens du truc, c'est immonde, et je colle plein de bouts de coton rose et blanc, les petites boules là de coton, pour faire le paradis, parce que quand même, le paradis, c'est un truc un peu moelleux, où on se sent bien. Et là, il y a plein de gens que je colle, enfin des gens que je dessine en fil de fer, je plug comme ça sur la feuille. Et ils sont tous en fil de fer, comme ça, il n'y a pas de signe apparent de richesse, là, signe extérieur de richesse. On est tous pareils, on n'est pas habillés différemment, etc. On est tous en fil de fer, hommes et femmes d'ailleurs. Alors, je prends des mégots usagés que je colle sur un bout de la feuille pour montrer la différence avec l'enfer. Bon, voilà, mon truc est immonde, mais il y a un truc, il y a une histoire. Je raconte toute une histoire, voilà, je sais même plus ce que c'est, mais bon, il y a toute une histoire. Tout est dans l'histoire d'ailleurs. Et puis en parallèle, je prends des cours de théâtre amateur. Et dans ma troupe, il y a une fille qui s'appelle Juliette, qui est une vraie artiste, physiquement, intellectuellement, artistiquement. Enfin, je dirais, elle joue très très bien au théâtre. Elle est géniale, elle est trop sympa, elle est libre. Elle a ses petits book notes dans lesquels elle dessine des trucs. Elle a des chaussettes de couleurs différentes. Elle est cool, quoi. C'est une artiste. Et je lui dis, ah, c'est trop bien. J'ai réussi à avoir une inscription, enfin une date d'entretien. Blablabla. Et là, pendant que je raconte mon truc, elle me regarde, je la vois qui se décompose. Et elle me dit, mais attends, mais t'as tellement de chance, je suis tellement jalouse, envieuse, mais t'as tellement de chance. Moi, j'ai fait ça aussi. Enfin, j'ai voulu m'inscrire et les inscriptions étaient closes et du coup, je peux pas. Mais alors que moi, je sais déjà ce que je leur proposerais, Et je sais plus ce qu'elle me dit, mais genre une boule en fer forgé. Enfin, le truc était déjà, je voyais déjà sa sculpture magnifique avec l'histoire qui va avec et ça allait être réalisé brillamment bien. Et là, pendant qu'elle me raconte ça, je me dis, mais en fait, c'est elle l'artiste. C'est vrai que moi, je n'ai rien d'une artiste. Et je lui dis, bah, Juliette, prends ma place de l'entretien. De toute façon, le mec, je l'ai vu il y a une semaine. On est blonde, pareil. On est petite blonde. Et il confondra. Et puis, de toute façon, tu lui dis que je t'ai filé ma place. Et puis, tu vas, tu arrives avec un truc de ton choix. Et tant pis, moi, je fais pas mon truc. C'est toi, l'artiste. C'est toi qui mérite, en fait, cette place-là. Et donc, je suis pas allée. Et elle y est allée. Et elle a été prise. Et ensuite, elle a fait la Saint-Martin's. Et maintenant, elle fait. Alors, elle, c'est une artiste. Maintenant, elle peint des trucs à Londres. Je sais pas quoi. Je comprends pas bien ce qu'elle fait. Mais en tout cas, elle est très heureuse. Et voilà. Et en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que sortie de là, je me suis dit, putain, je suis trop conne.
j'ai eu peur, ça m'apprendra. Voilà. Et de l'autre côté, je me suis dit presque tant mieux, parce que si j'avais été artiste, déjà que je me sentais un peu différente, si en plus j'avais été artiste, j'aurais été complètement en marge. Déjà que c'est dur d'être, alors si en plus t'es en marge, c'est compliqué, et au final, tant mieux, mais quand même, à partir de ce moment-là, plus jamais je louperai une opportunité que j'ai créée, et surtout, plus jamais je louperai une opportunité tout court. Et c'est un peu à partir de ce moment-là que dès qu'il y avait un truc, tac, tac, ouais, ok, on peut faire ça. Ouais, attends, toi, tu connais qui ouais, voilà. Avide de pas rater un moment pour faire et voilà. Et à cette époque, donc, tu te sentais en marge. Aujourd'hui, est-ce que tu vois ce côté un peu en décalage? Est-ce que tu arrives à l'assumer pleinement? Pleinement, non. Mais plus. Mais pleinement, non. C'est dur. C'est dur. Ouais, et en même temps, je trouve que, tu vois, tu as réussi vraiment à crafter une activité à ton image et tu as quand même une personnalité assez singulière. Et pour moi, ce qui fait ton unicité, ta singularité, c'est justement parce que tu as des traits de personnalité qui sont aussi clivants. Tu vois, je pense à ton côté impertinente, sans filtre, ton exubérance. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. On aime ou on n'aime pas Penélope Boeuf, quoi. Complètement. On aime ou on n'aime pas Penélope Boeuf. Et en soi, très bien, tu vois. Comme dirait Brian Chesky, le CEO de Airbnb, il vaut mieux être aimé par 100 personnes que un peu aimé par 1 million, quoi. Mais non, c'est compliqué. Là, j'ai fait la soirée des 4 ans de la toile. Et on a fait un truc qu'on trouve assez super, on est assez contents et tout. Et puis à la fin, il y a un de mes copains qui était invité à cette soirée qui a reçu le mail de remerciement où on a fait des mots personnalisés pour chacun. Et là, il m'a envoyé un screenshot du truc en WhatsApp et il me dit ah, c'est fou, je viens de recevoir ces mails de remerciement. T'es folle, t'es dingue. Avec un smiley très content, quoi. T'es folle, t'es dingue. Putain, ça m'a cassé les pattes. T'es folle, t'es dingue. Quoi, parce qu'on a fait un truc génial? T'es folle, t'es dingue, parce qu'on a fait un truc différent, t'es folle. Tout de suite, on met ça sur le compte de t'es folle, t'es dingue. Moi, c'est des mots, t'es folle. Je déteste ce mot parce que ça te fait partir d'un truc asile, t'es folle, la folie, le machin. Ah ouais? Moi, je le prends en positif. Oui, mais moi, on me le dit tellement depuis toujours que t'es folle. En fait, je peux pas être normale, juste pourquoi je suis folle? Parce que je fais un truc différent des autres, je suis folle. Je suis dans la case des folles. Ça veut dire quoi? C'est juste vous qui êtes putain de chiant, quoi. Non, mais il y a un truc, tu vois, et bien sûr que c'est positif, surtout venant de lui, vaudra bien, c'est très positif, mais t'es folle, t'es dingue. Juste merci, c'est génial, ça peut pas suffire. T'es folle, t'es dingue. Et en fait, ça, je l'entends depuis tellement des années. Ça va, quoi. Donc, je l'assume, parce que j'ai pas le choix. Donc, je suis qui je suis. Mais en fait, j'apprends petit à petit à me dire oui, d'accord, t'es folle, t'es dingue. Ok, très bien, t'es folle, t'es dingue. Ah, c'est marrant parce que moi, tu vois, je pensais qu'au contraire, comme tu vois, t'as quand même une grande confiance qui émane de toi, une confiance en toi, une confiance en lui. Mais je pensais que, tu vois, qu'au contraire, tu le prendrais positivement en disant bah ouais, je suis pas comme les autres et Non, je suis en revendique décalage pas ça. et j'ai créé ma propre case et allez vous Pas faire du foutre, quoi. tout. Non, parce que justement, je revendique pas, je m'en fous. Le côté Ok. oui, j'ai créé ma. Non, en fait, j'ai pas créé ma propre case, j'ai créé qui je suis. J'ai pas l'impression d'avoir créé quelque chose de nouveau. Je fais mon truc, je suis mon truc. Et on me dit, t'es folle, t'es dingue. Je te jure, c'est. Ah ouais, ça a mis un. Oui, d'accord, je suis folle, je suis dingue. Mais est-ce que ça veut dire que tu préférais, tu vois, te fondre un peu plus dans la masse? Oui, et bien sûr. Bien Ah sûr, ouais, ok. quelque part. Et en même temps, je trouve ça chiant, hein, là où il faut aller se fondre. Vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Mais parce que c'est plus facile. Franchement, c'est plus facile. Même en réunion client, tu vois, je sens bien, on se dit waouh, et puis on n'y va pas. Il y en a qui y vont, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui y vont, ils y vont gaiement et ils y vont franchement, et ils y vont longtemps et c'est super. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas grave, je préfère petit à fond que 1 million petit. Mais t'es là, ok, vous trouvez ça génial, vous y allez pas, putain. Mais vous êtes des merdes, quoi. Enfin, il y a un truc un peu, vous avez peur, vous avez peur de vous. Vous avez peur de vous, il y a ce truc-là. Et donc, ça me renvoie encore plus à moi qui suis pas dans la norme. Et c'est pas grave. En vrai, je m'en fous parce que j'ai pas envie de l'être. Mais j'aurais envie de l'être parce que ça serait plus facile dans ma tête. Mais j'ai pas du tout envie. Je me dis pas, ah, j'aimerais être comme tous ces gens. Je dis pas, j'aimerais comme tous ces gens. Non, je suis contente d'être comme je suis. Mais quand t'entends en face te dire, ouah, t'es folle, t'es dingue, pour un truc qui est super, juste dis, c'est super. Parce que tu vois, moi, quand je te voyais, je pensais que la clé, justement, c'était pour parvenir à créer une activité qui te ressemble, c'est d'identifier les parts de soi qui sont justement clivantes
et d'arriver à les assumer, voire même à les amplifier, à les nourrir pour parvenir à sortir du lot et à se démarquer des autres. Et je pensais que c'était le travail un peu que tu avais fait sur toi-même, apprendre à t'accepter, à t'assumer pleinement. Pour moi, c'est ce qui explique le succès de la toile, mais de ce que j'entends, pas forcément. Oui, c'est intéressant. Non, en vrai, j'ai jamais réfléchi à quelles sont mes parts clivantes pour les optimiser et en faire un truc. Non, je réfléchis. En fait, je ne réfléchis pas. Non, mais en fait, il y a quand même Je suis beaucoup trop dans l'être. Mais oui, on non, va mais bien c'est se compléter. Non, mais en vrai, c'est très intéressant parce que ça voudrait dire que tu as raison. Et je vois bien que la clé, elle est là. C'est que si jamais je maximisais ces parties-là de moi, ça marcherait encore mieux, je pense. Mais en fait, j'ai même pas le temps déjà d'y réfléchir. J'ai aussi quand même du mal à me dire que c'est ça qui fait que. Enfin, tu vois, je me dis pas, Pénélope, t'as une singularité qu'il faut que tu travailles. Pourtant, on me le dit, Pénélope, travaille ta singularité. Je suis là, mais travaille ta singularité. Enfin, c'est quand même cette phrase, c'est travaille toi-même. Mec, travaille toi-même, je suis moi-même. Non, mais travaille ta singularité. Mais c'est quoi ma singularité? En fait, c'est quoi ma singularité? J'entends, ok, très dynamique, avec des idées, de machin, brut, ok, très bien, mais c'est quoi ma singularité? Je ne l'identifie pas ça. Et en fait, je pense que ce travail-là, je peux pas le faire seul. Il faut que ce soit quelqu'un en face qui me challenge et qui prenne ma singularité et qui l'amplifie. Mais je me dis pas, j'ai jamais travaillé sur ça pour en faire quelque chose. J'ai toujours fait à ma façon. Et il s'avère que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais non, mais t'as raison, en fait. Bien sûr que le travail, il serait là, le travail de marketing. D'ailleurs, je cherche une directrice marketing. Ça serait ça. Viens, Aude, viens. Non, mais en vrai, c'est ça. S'il y avait un travail marketing à faire sur la toile, ce serait cette partie-là. À la fois, t'as pas cherché à le travailler, mais comme tu dis, c'est naturel chez toi. Tu vois, quand tu t'es lancé dans le podcast, encore une fois, le podcast, ce sont des interviews, des formats longs. Toi, tu t'es dit, bah non, moi, je veux faire des formats courts, ça va être 5 minutes, ça va être percutant, je vais raconter des histoires alors qu'il n'y avait pas de podcast narratif jusque-là. Donc, tu vois, naturellement, en fait, tu es comme ça. Oui, mais du coup, je le travaille pas. Et d'un coup, j'ai une idée, je me dis, ah, génial, cette idée est super. Ça se trouve, c'est nul à chier, mais j'adore cette idée d'un coup. Mais je me dis pas, ah, cette idée, comme elle est un peu clivante, pas du tout. Je suis pas du tout dans la manipulation, enfin, tu vois, dans la stratégie. Je pensais que t'étais plus dans la stratégie. Je sais pas si on peut parler de, par exemple, l'histoire avec Robin. Ouais. En écoutant un de tes podcasts, tu disais que tu avais été impressionné par le fait que, en gros, il y avait une histoire qui avait été inventée entre Jay-Z et Rihanna pour propulser Rihanna. Ouais, je trouve ça ouf, cette histoire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'elle a fait avec Robin. Elle s'est dit, mais génial, je vais créer une histoire avec Robin. Et comme ça va aussi me permettre de marketer la toile, quoi. Mais tu sais quoi, Aude, je crois que je suis moins intelligente que ce que tu crois. Non, mais c'est ça. C'est que je ne planifie rien. Ok. Robin, j'étais chez moi, j'ai vu ce papier, j'ai écrit un mot dessus, je l'ai posté parce que je trouve ça rigolo de raconter une histoire. Et puis ça a pris, et puis bim, 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 et je me suis dit, quelle histoire extraordinaire à raconter. Alors, à aucun moment, je me suis dit, je vais raconter. Je ne sais pas penser comme ça. J'aimerais bien, ce serait des idées extraordinaires. J'ai pas ces idées-là. Ça me vient d'un coup, j'ai envie de faire un truc ça me prend aux tripes de faire ce truc-là, mais je me dis pas, je vais le faire pour que ça buzz. Jamais je pense comme ça. Enfin, sauf que, genre, on a lancé un podcast qui s'appelle Power Angels avec des femmes entrepreneurs, un truc business, ok, tiens, ça pourrait être un bon projet qui pourrait bien fonctionner. C'est pas du tout une idée de génie, il y a rien de. Là, ok, c'est un projet qui peut avoir de l'ambition et qui peut fonctionner. Mais c'est pas comme un Robin où c'est une histoire que j'ai créée, pas du tout pour. C'est jamais pour que je fais. Ouais, bah on en revient à ça, en fait. Tu suis vraiment tes envies, ce qui te prend aux tripes. Tu y vas à fond, à 200%, mais bizarrement sans. Sans réfléchir. Réfléchir. On en revient toujours à ça. Oui, mais d'ailleurs, pas de réflexion et si ses envies. C'est deux leçons de Pénélope. Non, mais d'ailleurs, c'est pas. Pour mes équipes, c'est compliqué pour elles, parce qu'ils me disaient, ok, mais dans quel but? Je sais pas, faisons-le, c'est sympa. Mais je sens qu'il y a un truc au bout et j'arrive pas. Et en fait, si j'y pense trop loin, je peux pas me concentrer sur le début, donc sur la création. Et je comprends que pour les autres, ce soit compliqué. Oui, mais du coup, on le fait pourquoi? Je sais pas. Allons-y, faisons-le. Ça vous fait plaisir? Ouais, c'est marrant. Alors faisons-le. Non, mais vraiment, c'est pourri. Ok, on met à la poubelle après 6 mois de travail. Mais attends, tu vois, c'est un peu ça. Donc, c'est fatigant pour tout le monde autour de moi, je l'entends. Mais en même temps, c'est aussi riche, tu vois. Ça te permet d'aller sur des... Je sais pas, je sais rien. C'est à eux qu'il faut demander, mais... D'ailleurs, pour la petite parenthèse, du coup, Robin, c'est une relation amoureuse que tu t'es inventée. Pas vraiment inventée. On dit pas si c'est vrai ou pas. C'est drôle parce que moi, jusque-là, j'y croyais. Donc là, tu es censé partir dans quelques semaines, enfin dans quelques jours même, au Mexique. Dans 4 jours. Avec Robin.
finalement, Robin t'a planté. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'il va pas la plaquer juste avant notre interview. Elle va l'annuler au dernier moment. Je vais devoir ramasser les morceaux. Alors, il ne m'a pas plaqué. Et si jamais il m'avait plaqué, je ne t'aurais pas annulé, Aude. Ok. Ouais, mais je me suis dit, je vais faire face à une nana toute dépressive. Donc vraiment, je croisais les doigts en disant, j'espère qu'il ne l'avait pas annulé. Tu sais que c'est un podcast qui parle d'argent. On n'a pas encore parlé d'argent. Bah oui. Donc c'est pour ça que j'amène le sujet sur la table, parce que souvent aussi, la raison pour laquelle on a du mal on se freine, on a du mal à s'écouter et aller à 200% comme tu le fais, c'est parce qu'on a aussi ces peurs, ces freins financiers. Toi, tu le disais là, avant de créer la toile, donc tu as eu 2 ans de chômage, mais pendant 1 an, tu as accepté de faire du contenu gratuitement et à pondre sans jamais te rémunérer, sans rien te verser. Comment tu as vécu cette période d'incertitude financière ? J'avais un chômage. T'avais un chômage, mais bon, quand même. Oui, bien sûr. Tu peux te dire, je peux profiter de ce chômage pour arriver à créer des revenus. Bah, pour le coup, quand mon pote m'a dit ça, c'était un pote qui bossait en conseil, qui m'a dit pendant 1 an, fais rien, fais juste ça. Pénélope, c'est trop con. Je l'ai cru. Et donc, je me suis dit, ok, ça va. Je peux pendant 1 an ne pas bosser parce que mon chômage me suffit pour vivre. Pour le coup, j'étais pas en flip. Non, le flip de l'argent, il est aujourd'hui, enfin, depuis que j'ai une boîte avec des gens à payer. Avant, quand t'es tout seul, tu te démerdes. Enfin, tu te dis, tu bosseras au McDo, je me débrouille. Enfin, j'ai pas peur d'aller bosser au McDo, je m'en fous, tu vois. C'est plus depuis que j'ai une boîte avec des salariés, il faut que je paye, et qu'il y a un moment, il faut que j'augmente, et il faut que machin, il faut que j'offre des restos. Enfin, c'est plus ça, quoi. Cette peur de l'argent, c'est aussi un moteur à aller en chercher toujours plus, pour aller en recruter d'autres. Enfin, ça s'arrête jamais, quoi. D'ailleurs, ce qui est assez révélateur, c'est quand tu as créé ton business, quand tu t'es lancée en tant qu'indépendante, tu as tout de suite créé une SASU, sans passer par le statut auto-entrepreneur, qui est un peu le statut que tout le monde utilise parce que ça te permet d'être moins taxé. Et toi, tout de suite, tu as créé les conditions pour te dire, en fait, j'ai pas d'autre choix que de réussir. Exactement. Quoi. Et en fait, c'est souvent ça que je fais. J'annonce un truc gros, comme ça, j'ai pas le choix, je peux pas, enfin, quelque part, ça me commit, quoi. Tu vois, je peux pas me permettre derrière de pas faire autrement. J'aime bien dire, je sais pas, dans 1 an. Alors, j'avais dit ça sur mon Instagram une fois, j'avais dit je ferai un stand-up en 2022. Je sais pas quoi. Bon, je l'ai jamais fait. Mais le fait de le dire sur Instagram, ça m'obligeait quelque part à le faire. Bon, finalement, tu vas pas tant que ça parce que je l'ai pas fait. Mais il y a un truc comme ça, voilà. Monter une boîte, c'était ok. Du coup, je monte une boîte. Du coup, il va y avoir des gens. Du coup, il faut de l'argent pour. Ouais. Ça me rassure quelque part de me projeter dans des trucs un peu plus gros que ce que je crois pouvoir faire au début. Moi, j'aime bien le challenge. J'aime la compète réussite et j'aime le challenge. C'est-à-dire qu'à nouveau, on me dit, est-ce que tu sais faire ça ? Non, je sais pas faire. Bien sûr, je sais faire. J'adore me dire, ok, comment on va réussir à faire ça ? Je trouve ça passionnant plutôt que, oui, on sait faire, tiens, vas-y, aucun intérêt si on sait faire facile. Ouais, t'aimes te mettre la pression. C'est vraiment une source d'énergie positive. Ouais. Et d'ailleurs, je fais tout souvent en pression. Quand j'ai 3 semaines pour rendre un appel d'offres, je le fais au bout d'une dernière semaine. Enfin, j'aime être dans le tac, 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 tac. Et c'est pas toujours bon, parce qu'en effet, on est bien mieux à réfléchir pendant 3 semaines avant au sujet, en profondeur. Et en fait, moi, pendant une semaine, je fais ça non-stop et je suis à fond. Et maintenant, du coup, que la toile, c'est une équipe de 7 personnes, tu m'as dit. Donc, ta boîte a bien grandi, bravo pour ça. Déjà, j'ai cru que c'était pas ton fort, le management, à la base. Et en plus, j'avais le sentiment que tu étais attachée à ce statut d'indépendante pour aussi te laisser la liberté, tu vois, de faire des projets qui t'excitent, qui t'animent, on en revient à ça. Ouais. Est-ce que le fait maintenant d'avoir cette pression financière liée à la croissance de ta boîte, est-ce que finalement ça te contraint pas dans ta liberté, dans ta créativité ? Mais complètement. Je me suis libérée pour me mettre dans une prison dorée, quoi, en fait. C'est que maintenant, là, en ayant des salariés, je suis bloquée, je peux plus être freelance à Puerto Escondido. C'est un vrai sujet. Enfin, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et en fait, après, ça dépend aussi des gens avec qui t'es. J'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire. C'est ça, parce que Richard est là. Non, mais c'est vrai, j'ai eu la chance de recruter des gens assez super et ça fait beaucoup. C'est-à-dire que j'aurais 4 casse-couilles, je dirais, vous savez quoi ? Franchement, je dis, on arrête. Et je vais faire un truc toute seule et je vais gagner bien ma vie. Mais là, le fait d'avoir une équipe sympa, motivée, qui a envie de faire des choses et tout, tu te dis, ok, on va aller loin, quoi, on va y aller. Après, tout repose pas sur une équipe, parce que les gens peuvent partir. D'ailleurs, il y en a plein qui partent, c'est des turnover et tout. Mais... Et puis, quand même, quand tu fais toute seule à Puerto Escondido versus une équipe,
Pour le coup, là, je vais passer à côté de l'essentiel si je vais apporter ce que les autres tout seul. Tu vois. L'équipe, c'est extraordinaire. Un projet mené en équipe avec des gens qui sont avec chacun leur expertise, leur force, leur personnalité différente. T'en as un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça, toi t'es comme ça. Tu vois que ça énerve certains, machin. C'est quand même très, très riche, quoi. C'est très, très fort, même. C'est un peu une famille. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, tu vois, où ta famille, tu la choisis pas, tes salariés, tu les choisis et en même temps, tu les connais pas quand tu les choisis. Donc, quelque part, ouais, c'est un peu pareil. Il y a un truc très fort. Et si jamais ça arrive à en faire un noyau très fort, là, c'est extraordinaire. Après, quand t'es là, on est 7, ça va. Mais quand t'es 15, 20, 50, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, on n'y est pas du tout. Et je sais pas si j'ai envie d'aller jusqu'à 50. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez appréciable d'avoir une équipe qui avance, qui marche, qui a envie d'apprendre, qui est motivée, en fait, qui a envie. Toujours pareil. Quand t'as quelqu'un qui a plus envie, moi, j'en veux plus. Enfin, ça sert à rien, en fait. Même pour lui, comme pour moi, ça sert à rien. Je vais arriver avec mes idées farfelues, il va faire ça me saoule, et puis moi, ça va me rendre malheureuse, et lui, ça va me rendre malheureux, et ça sert à rien. Donc, tu veux dire que ça te nourrit autrement que, tu vois, à travers les projets solo que tu pouvais faire et qui étaient purement artistiques. Parce que ton modèle économique, c'est deux choses. C'est à la fois tu vas créer des podcasts vraiment qui te font kiffer, et donc des podcasts purement artistiques. On peut citer par exemple Pic Parole, qui est génial. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Où là, on sent qu'il y a vraiment un travail assez impressionnant derrière pour arriver à créer ces épisodes. Et de l'autre côté, tu as les podcasts de marque, donc tu vas vendre aux marques. Même si tu fais des podcasts de marque, eh ben, on sent que ça reste des projets, des podcasts qui te ressemblent. On sent que tu y as mis ta patte. Il y a toujours, tu vois, il y a toujours ta marque de fabrique qui est bien là. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la proportion entre les projets, tu vois, les podcasts qui sont purement de l'ordre du kiff personnel et les projets pour les entreprises et où est-ce que tu veux aller? Ah ben, aujourd'hui, c'est 99,9% de podcasts pour entreprise. Ok. J'ai plus le temps de faire du artistique, quoi. Ok. J'ai Journal de Pénouche, où tous les jours, quand j'oublie pas, je fais un épisode qui est improvisé, qui est fait vraiment sur le trajet de chez moi au bureau. Donc, c'est un peu à l'arrache, mais avec toujours, 5 minutes de sympa, quoi. Mais j'ai moins envie. En fait, maintenant que j'en ai fait tellement, on a fait 1500 épisodes de perso, entre guillemets, j'ai moins envie de ça. J'ai envie maintenant d'un projet. Alors, c'est chiant, hein, je dis n'importe quoi. La Massif, j'ai pas eu tout la Massif, mais la Massif, voilà, on voudrait faire un podcast machin. Franchement, c'est beaucoup plus chiant que de faire un pic-parole. Et en même temps, tu mets une personne, une autre personne, nanana, qui travaillent ensemble. Il faut créer une identité sonore, il faut créer une identité visuelle, il faut créer une gestion de projet, une présentation. Après, il faut le vendre. Ce projet d'équipe, aujourd'hui, me fait jouir sur cette thématique plus qu'un truc personnel. J'en peux plus, en fait, d'être seule aussi. Ce truc, t'es seule dans ton truc artistique. Et je l'ai été pendant longtemps. Et en fait, maintenant, j'ai envie de partager avec mes équipes. Et quand même, le Journal de Pénouche, c'est ce truc perso que je sors tous les jours. Quand j'oublie pas et que je le fais, ben, je suis très contente de le faire. Et c'est super, et ça me fait du bien. Comme ça, je raconte des trucs. Ça me fait parler, j'adore. Mais là, tu vois, je pars 3 semaines en vacances, sans rien, sans ordi, sans téléphone, sans rien. Vraiment, je coupe tout. Ça va me faire le plus grand bien. Et je pense que tout d'un coup, je vais ressortir derrière en disant attends, mais je vais lancer un podcast sur la chantilly, je dis n'importe quoi. Et parce que j'ai besoin aussi de reposer le cerveau pour avoir des nouvelles idées aussi artistiques, quoi. Là, tous ces trucs-là, en plus, ils sont là depuis longtemps, 3-4 ans. Il y a un côté un peu, je vais reprendre un truc existant. Hein. Ok, il faudrait peut-être en lancer un autre, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Il y a tous ces podcasts de marque qui sont là. Et ça va me revenir. C'est quand je me sens bien. En fait, c'est quand je me sens bien, apaisée, ressourcée, que j'ai envie de créer personnellement. Et là, je suis dans le rush, j'ai pas le temps de penser, je suis fatiguée, j'ai pas du tout envie de lancer un nouveau truc. Ouais, en fait, c'est quand je suis bien, ben, d'un coup, j'ai une idée de ouf, que moi, je trouve ouf. Ça se trouve qu'il ne marchera pas, mais et ok, on y va, quoi. Et ça demande aussi beaucoup de temps, et puis tu le monétises à peine, c'est compliqué. Ouais, mais c'est ça demande de créer de l'espace aussi dans ton quotidien bah, c'est ça. Pour arriver à nouveau à nourrir ta créativité et à reconnecter avec ce plaisir-là. Oui. Et là, ton plaisir, tu le tires dans le travail en équipe et aussi dans le fait de faire de l'argent parce que tu t'en caches pas. À la soirée La Toile sur l'écoute, tu le dis clairement, tu vois, moi, je veux faire de l'argent, je veux me payer des vacances à Ibiza, je veux conquérir le monde. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'excite là-dedans ? Ce qui m'excite, c'est de ne pas avoir de limite à nouveau. C'est que je me suis toujours dit, depuis que j'ai 15-20 ans, j'aurais réussi quand un jour j'aurais froid dans la rue et que je rentre chez Bompard et je vais m'acheter un pull en cachemire à 250 balles et c'est même pas un sujet. C'est comme si j'entrais dans un bar et je m'achète un café, quoi. Le jour où je peux faire ça,
Et vraiment, où c'est vraiment, tu t'achètes, merci, au revoir, tu te dis même pas est-ce que j'ai. Enfin, voilà. Je suis bien. Et en fait, parce que c'est quand même assez extraordinaire de se dire que c'est un sujet en moins. Parce que les soucis d'argent, ça prend la tête et ça t'empêche de faire plein de choses. Ça te permet aussi de faire source de créativité énorme, hein, de ne pas avoir d'argent. Du coup, t'es avec des bouts de ficelle, comment je peux faire pour machin. Mais Comment je suis le paradis. voilà, exactement. Mais c'est fatigant aussi de penser tout le temps à comment. Et en fait, se payer des belles vacances, c'est assez extraordinaire. Ça te permet de. Je travaille tellement que je me dis, putain, je peux quand même. J'ai envie que ça me rapporte des sous pour pas me poser de questions, à savoir si je prends l'hôtel à 300 balles la nuit versus 50, quoi. Bon, aujourd'hui, je peux pas le faire, hein, mais je me l'offre de temps en temps. En fait, c'est quand même assez. Ouais, c'est assez précieux de se dire. Enfin, moi, je trouve ça agréable de se dire si j'ai envie de m'acheter un pull, je m'achète un pull. Si j'ai envie de partir en vacances comme ça sur un coup de tête, je pars en vacances. Si j'ai envie de faire des cadeaux à ma meilleure pote qui a pas une thune et je lui offre un truc à 500 balles, et ben je peux. Ça repose le cerveau. On a tellement de soucis que ça, c'est un sujet quand même. Puis j'ai une peur profonde d'être SDF aussi, quand même. Ça, c'est. Ah oui. J'ai toujours cette peur-là. Et je pense que ça peut arriver du jour au lendemain, que tu sois très très riche, que tu viennes de n'importe quel milieu, ça peut arriver. Je sais pas pourquoi, j'ai ce truc-là. Et du coup, j'ai un côté très. Je suis panier percé. Et en même temps, j'ai un côté très hérisson. C'est-à-dire que j'ai des sous sur mon compte et je suis là, attends, hein, et en même temps, de l'autre côté, je suis là, allez, allez. Enfin, bon, ça, pour le coup, j'ai un rapport à l'argent un peu particulier, mais j'aime ça. En fait, j'aime l'argent, quoi. J'aime ça, ça t'ouvre énormément de portes. Enfin, de portes, ça t'ouvre des possibilités, tu vois. Là, on a fait une soirée de Noël, j'ai compté, mais j'ai pas trop compté non plus en me disant, vas-y, ça fait plaisir à tout le monde, vas-y, hop, allez, on y va. Parce que ça fait partie du truc et ça rajoute au plaisir des autres et ça rajoute au spectacle. Et comme j'ai des idées et des envies un peu ambitieuses, il faut que je m'en donne les moyens. Et pour ça, pour avoir un vrai décor, il faut une vraie scénographe. Pour avoir une vraie scénographe de compète, il faut la payer. Pour la payer, il faut des sous. Mais à nouveau, hein, évidemment, est-ce que je passe pas à côté de l'essentiel de ma vie qui est juste d'être bien avec ce qu'on a et de avoir, tu manges, tu bois, t'as pas besoin de tellement plus. Bien sûr que si. Et j'adorerais être dans ce truc-là, tu vois. Ou pas être dans le. Mais en plus, je suis pas du tout bling ou quoi, hein, mais ça me rassure. C'est surtout ça, ça me rassure d'avoir des sous. Ça me rassure de quoi, je sais rien, parce que le jour où il y a une bombe, il n'y a plus rien, quoi. Et tu l'as vu, Sans filtre, le film? Je me suis notée d'aller le voir. C'est extraordinaire. Vraiment, Ouais. c'est extraordinaire. Pour le coup, c'est extraordinaire. Et ça, c'est une belle leçon de. Tu vois, c'est des riches sur un paquebot. Le paquebot s'échoue. Et du coup, il y a aussi notamment la femme de ménage, entre guillemets, qui était sur le paquebot, avec quelques riches passagers qui, du coup, leur argent ne sert plus à rien. Et elle, qui est pas riche du tout, elle sait cuisiner, elle sait se démerder, elle sait aller chasser, elle sait cueillir, elle sait machin, elle sait truc, nanana. Et en fait, elle prend le pouvoir. Et d'un coup, elle prend le pouvoir. Ces mecs sont là, tu veux ma Rolex, je t'en file 3. Et elle est là, mais je m'en fous de ta Rolex. C'est moi la chef maintenant. Et les mecs sont comme des cons parce qu'elle sait faire cuire un poulpe et un machin et un truc. Et hop, le pouvoir est renversé. Et tu te dis, putain, et ces gros riches dégueulasses, à quoi ça sert le fric, mon Dieu? Et tu vomis le fric à ce moment-là. Enfin, c'est. Bref, c'est génial. Mais en vrai, au fond du fond, moi, tu me dis, va vivre sur une île déserte avec des noix de coco, je suis la plus heureuse du monde. En vrai, je m'en fous du fric. Fondamentalement, hein, je m'habille comme un sac, enfin, tu vois. Mais ça me rassure. De ce que tu me décris de ton compte en banque, je trouve que c'est vraiment à l'image de ta vie, tu vois. C'est les montagnes russes. C'est vrai. Très C'est vrai. intense. Et du coup, c'est encore une fois aligné avec qui tu es. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, c'est pas très stable, hein, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et alors, si on reprend l'image du film que tu viens de nous partager, c'est quoi pour toi ta plus grande source de richesse? Qu'est-ce qui, chez toi, vaut tout l'or du monde? Quelle est la chose que tu as acquise, créée ou développée au cours de ta vie et tu vois, contre laquelle tu serais prête à même pas échanger les millions que je pourrais te proposer, quoi? Je suis incapable de répondre à cette question, Aude. Je sais pas ce que j'ai créé. Je sais pas ce que j'ai réussi à faire. Non, mais tu vois, je peux pas te dire... Si c'est pas l'argent, c'est quoi ta plus grande source de richesse? Ma plus grande source de richesse, c'est quoi? Qu'est-ce que je pompe en moi, que je trouve riche chez moi? Qu'est-ce qui me ressource? Ce qu'il y a d'extraordinaire chez moi, c'est mon imagination. Voilà, c'est tout ce que j'ai. En vrai, c'est tout ce que j'ai. Tout ce que je suis, c'est mon imagination. Donc si je te donne aujourd'hui 1 million, tu me donnes pas ton imagination? Ah bah non. Ah ouais, non, mais après, je te la donne. Et j'en ai plus? Bah oui. Ah non. Ah bah non. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. Ah, mais si tu me donnes, même si tu me donnes. Oui, non, même si tu me donnes. Oui, non. Ah non, mais bien sûr, même si tu me donnes. Même si tu sais quoi? Même si tu me donnes le bonheur, je ne sais pas comment ça se matérialise ou quoi, tu me dis, hop, je te rends heureuse
en échange de ton imagination. Ah non, non, non. Déjà parce que je sais pas ce que ça veut dire être heureuse, donc je te dirais tu me bullshit. Et ensuite parce que si j'ai pas d'imagination, si j'ai plus d'imagination, je crois que je ne suis plus rien. Et je crois que je ne vaux plus rien. Ah, clairement, je ne vaux plus rien. Et d'ailleurs, je me ressource aussi, alors rien à voir, mais je me ressource chez les autres. Je prends l'énergie chez les autres. Et c'est les autres qui me nourrissent aussi mon imagination. Je vis beaucoup par procuration, j'écoute beaucoup, je pose des questions, je suis curieuse, on m'appelle la flic, on me dit ça va les tac au tac là, quand je pose des questions, quand je rencontre quelqu'un, je lui pose 1000 questions sur un sujet, un contexte pour m'imaginer le truc et tout. Et c'est les autres qui me nourrissent, qui nourrissent ma richesse qui est mon imagination, quoi. Ça s'auto-nourrit. Et les voyages aussi, du coup. Ah bah les voyages aussi, du coup, et les voyages c'est assez extraordinaire. Seul, seul. Bon, pour les personnes qui t'ont découverte aujourd'hui lors de cet entretien, c'est quoi selon toi la meilleure porte d'entrée pour pénétrer ton univers? Pour pénétrer mon univers, mais il n'y a pas de porte d'entrée, tu frappes à la porte. Oui, non, mais si on veut te découvrir un contenu... Franchement... Parce que si tout le monde débarque à la toile tout le monde frappe à la porte. Non, les gens diraient l'arnaque. Pour moi, c'est pas l'arnaque, c'est pas vraiment moi. Je crois le journal de Pénouche. Parce que le journal de Pénouche, c'est moi, sans filtre, qui raconte des trucs. Alors parfois c'est chiant, parfois c'est marrant, parfois c'est intelligent, parfois c'est un peu con, parfois c'est... Il y a un peu de tout, c'est assez varié. Je pense que c'est un bon truc. Et c'est une bonne porte d'entrée pour se dire j'aime ou pas ce personnage. Voilà, en fait, soit je pense que... Ouais. C'est tellement naturel, sans filtre. Que, oui, je pense que tu peux te dire, attends, elle m'insupporte cette fille, ou elle est marrante, j'aime bien. Voilà. Merci Pénélope. Merci Aude. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais aimé prolonger ce moment passé avec Pénélope. J'espère que cet échange vous aura donné envie autant qu'à moi d'être davantage dans l'action et dans l'écoute de ce qui vous fait vibrer. C'est la recette du succès de Pénélope et je compte bien m'en inspirer pour ne pas me limiter dans ce que j'ai envie d'accomplir. On se retrouve mardi dans 2 semaines et attendez, si vous avez envie de m'apporter un peu de bonheur, vous pouvez le faire en laissant un commentaire sur Apple Podcast et en partageant ce que vous avez apprécié dans cet épisode. Je suis infiniment reconnaissante envers les personnes qui prennent le temps de m'envoyer des messages privés. Mais si vous avez envie d'aller un cran plus loin et de dévoiler au grand jour votre amour, ou du moins votre intérêt pour les pépettes, ça m'aidera à faire connaître le podcast. Donc je compte sur vous. Autrement, je suis à 2 doigts de faire comme Pénélope et de me rendre dans un Apple Store pour télécharger les pépettes sur tous les iPhones et auto-liker et commenter mon podcast. Je dis ça parce que pour la petite histoire, c'est comme ça que l'Arnaque, le premier podcast de Pénélope, a été recommandé par Apple. Et oui, mon invité du jour était bel et bien une arnaque. Sur ce, je conclus cette conclusion qui est beaucoup trop longue et je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.